Le monde que nous connaissons depuis notre naissance est monochrome. La couleur n'est plus qu'un concept, une idée. Nous connaissons le noir et le gris dans toutes leurs nuances. Nous connaissons aussi le brasier et la chaleur des flammes. Ils sont inscrits en nous. Journal intime d'Hugo, chef de chantier. Salut tout le monde. Alors épisode un peu particulier aujourd'hui puisqu'on va parler de philosophie par le biais d'une œuvre de science-fiction. C'est quelque chose que j'essaie de faire de temps en temps et je l'avais fait par exemple avec une vidéo consacrée à la philo de Dune l'année dernière quand le second film de Villeneuve était sorti. Cette fois on va parler d'une bande dessinée, Vertigéo, produite par Amaury Bungen, Lloyd Cherry et Emmanuel Delporte, lui-même auteur de la nouvelle du même nom dont le récit s'inspire. Alors Lloyd Cherry, ce nom vous dit peut-être quelque chose puisque j'avais interviewé Lloyd sur la chaîne en 2023. Il est notamment le créateur de l'excellent podcast C'est plus que de la SF et il a également produit Tout sur Dune, un ouvrage consacré à l'œuvre de Frank Herbert et tout ce qui l'entoure. Et juste avant d'attaquer, je voudrais faire une précision. Dans l'épisode, je vais pas vous parler de l'aspect technique de la bande dessinée. Tout simplement parce que j'y connais pas grand chose. Et si ça vous intéresse, j'en profite pour vous recommander l'excellente chaîne du Fils de Bulle, sur laquelle l'Obscur fait ça très bien parce que lui, il s'y connaît en BD. Mais donc moi aujourd'hui je vais vraiment me focaliser sur les références philo qu'on peut lier à l'univers de Vertigéo. Et donc comme vous l'avez vu en intro, cette œuvre de SF s'inscrit dans le genre du post-apo, à l'instar par exemple de Mad Max ou Matrix, puisque dans le monde de Vertigéo, suite à une mystérieuse catastrophe, les sociétés telles qu'on les connaît ont été détruites lors d'un cataclysme. Des bêtes monstrueuses sont apparues pour chasser les humains et donc les survivants se sont réunis pour construire des tours censées leur apporter une protection par rapport à tout ce que je viens de décrire. Alors avant de poursuivre, sachez que je vais devoir, pour parler de philo, vous révéler certains éléments mineurs de l'intrigue. Rien de bien méchant, mais si vous êtes vraiment allergique aux spoilers, bien peut-être lisez la BD avant de regarder la vidéo, c'est publié chez Casterman. Et donc pour en revenir à notre univers de SF, au sein des tours, qui sont en construction quasi perpétuelle, chacun occupe un rôle différent. Il y a les ingénieurs qui planifient le travail des ouvriers, les mécaniciens qui réparent leur équipement, les charpentiers qui fournissent les matériaux de construction, etc. Les bâtisseurs sont presque toujours à la tâche pour construire et faire s'élever chaque jour un peu plus les tours. Ils ont droit qu'à quelques jours de répit et de festivité quand ils atteignent un étage de halte. C'est aussi d'ailleurs le moment où les survivants se reproduisent puisque à cette occasion, on présente aux bâtisseurs des génitrices pour la saillie. Grosse ambiance. Il faut bien comprendre que la tâche des bâtisseurs, elle est extrêmement pénible et extrêmement dangereuse. Et que donc, pour que tout le monde reste, entre guillemets, motivé, eh bien, il y a aussi des humains qui sont dépositaires d'une autorité, qui ont un rôle de surveillance et qui sont en charge d'utiliser des moyens coercitifs pour garantir la poussée, entre guillemets, à savoir le credo quasi religieux qui garantit l'ascension permanente des tours par leur construction quotidienne aux mains des bâtisseurs. Alors, l'univers de Vertigéo, on pourrait y lier plein de penseurs, mais la référence principale que j'aimerais évoquer dans cet épisode, c'est le philosophe Michel Foucault. Parce que dans Vertigéo, il y a une référence explicite qui est faite à cet auteur, ça tient en une case, et je vais vous la montrer tout de suite, je vous dis pas à quel moment du récit ça intervient. Il faudra surveiller et punir, et ne faire preuve d'aucune pitié. Et ça, c'est pas anodin du tout, parce que Surveiller et punir, c'est le titre de l'un des ouvrages majeurs, si ce n'est l'ouvrage le plus important, de Michel Foucault. Donc rapidement, Foucault, c'était un philosophe français du XXe siècle. Il appartient au courant qu'on appelle aujourd'hui French Theory, avec d'autres auteurs, comme par exemple Deleuze, Baudrillard, Derrida, etc. Et Foucault, dans ses écrits, il s'est notamment beaucoup intéressé aux dynamiques de domination, discipline et à tout ce qu'il y a de normatif à ce sujet, au sein de, par exemple, la société moderne. Et j'ai un premier extrait à vous lire à ce sujet, c'est tiré de la 3e partie de Surveiller et punir, qui porte justement sur la notion de discipline. Je cite. Beaucoup des procédés disciplinaires existaient depuis longtemps, dans les couvents, dans les armées, dans les ateliers aussi. Mais les disciplines sont devenues au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle des formules générales de domination. Différentes de l'esclavage puisqu'elles ne se fondent pas sur un rapport d'appropriation des corps, c'est même l'élégance de la discipline de se dispenser de ce rapport coûteux et violent en obtenant des effets d'utilité au moins aussi grands. Le moment historique des disciplines, c'est le moment où naît un art du corps humain, qui ne vise pas seulement la croissance de ses habiletés, ni non plus l'alourdissement de sa suggestion, mais la formation d'un rapport qui, dans le même mécanisme, le rend d'autant plus obéissant qu'il est plus utile, et inversement. Se forme alors une politique des coercitions qui sont un travail sur le corps, une manipulation calculée de ses éléments, de ses gestes, de ses comportements. Le corps humain entre dans une machinerie de pouvoir qui le fouille, le désarticule et le recompose. Une anatomie politique, qui est aussi bien une mécanique du pouvoir, est en train de naître. Elle définit comment on peut avoir prise sur le corps des autres, non pas simplement pour qu'ils fassent ce qu'on désire, mais pour qu'ils opèrent comme on veut, avec les techniques selon la rapidité et l'efficacité qu'on détermine. La discipline fabrique ainsi des corps soumis et exercés, des corps dociles.
Et ici, on peut effectivement faire un parallèle assez intéressant avec notre bande dessinée. Dans Vertigéo, comme on l'a vu, les survivants du cataclysme sont répartis en différentes professions. Et chacun doit faire preuve d'une discipline sans faille dans sa tâche parce que c'est ce qui garantit la survie de tous. Le but ultime étant la fameuse poussée. Chacun est dévoué corps et âme à cet objectif perpétuel, construire un étage de plus. Comme le dit le chef de chantier Hugo, souvenez-vous, seul compte la poussée. Ces mètres que nous arrachons au vent et à l'attraction terrestre. Alors vous pourriez me dire, bon très bien, mais ça c'est de l'autodiscipline, il n'y a rien de coercitif là-dedans. Et effectivement, l'aspect coercitif, il vient après dans Vertigéo. Et tout ça, c'est développé quand on commence à apercevoir les dynamiques hiérarchiques qui existent au sein de la société des survivants, notamment dans le 2e et le 3e chapitre. Le 2e chapitre est d'ailleurs introduit par un extrait de texte quasi religieux qui pour les survivants de Vertigéo est sacré, le vertex. Et vous allez voir que petit à petit, on devine les dynamiques punitives qui existent au sein de cette société. Parce que la foule est inconstante, parce que le peuple réclame sans cesse, parce que l'individu rêve, il est nécessaire de le soumettre. S'il le faut, la force doit être employée, les punitions créeront la peur. Le chambellan s'assurera que le travail est fait, qu'aucun individu n'a d'existence propre, d'ambition, que sa personnalité se dissout pour se lier à la masse et en faire une force implacable. Credo du vertex. Dans ce chapitre se révèle la structure hiérarchique de Vertigéo. Vous connaissez les différentes professions des bâtisseurs de tours, mais là on découvre le chambellan, la figure d'autorité identifiée qui est chargée de faire advenir la volonté de l'empereur, à savoir la construction de ces tours qui, à terme, sont censées s'élever au-dessus de la troposphère. Dans ce chapitre, on apprend d'ailleurs que le chambellan, en plus de faire en sorte que les ouvriers construisent au quotidien, c'est lui le seul gardien du temps. Les concepts de date, de calendrier, de journée, etc. sont devenus flous pour les survivants. Et le seul qui a accès à une horloge, c'est le chambellan. De là, évidemment, découle un rapport très asymétrique et une autorité extrêmement rigide, puisque le chambellan a des outils et des connaissances auxquels ses subalternes n'ont pas accès. Et ça, c'est intéressant parce que ici encore, on peut faire un rapprochement avec la philosophie de Michel Foucault, en particulier dans cette relation entre savoir et pouvoir. Et j'ai un nouvel extrait à vous lire à ce sujet où Foucault va même plus loin que de simplement affirmer que l'autorité du chef découle de son savoir. C'est tiré du 1er chapitre. Je cite. Il faut plutôt admettre que le pouvoir produit du savoir, que pouvoir et savoir s'impliquent directement l'un l'autre, qu'il n'y a pas de relation de pouvoir sans constitution corrélative d'un champ de savoir, ni de savoir qui ne suppose et ne constitue en même temps des relations de pouvoir. Ces rapports de pouvoir-savoir ne sont donc pas à analyser à partir d'un sujet de connaissance qui serait libre ou non par rapport au système du pouvoir, mais il faut considérer au contraire que le sujet qui connaît, les objets à connaître et les modalités de connaissance sont autant des faits de ces implications fondamentales du pouvoir-savoir et de leur transformation historique. En bref, ce n'est pas l'activité du sujet de connaissance qui produirait un savoir utile ou rétif au pouvoir, mais le pouvoir-savoir, les processus et les luttes qu'il traverse et dont il est constitué, qui déterminent les formes et les domaines possibles de la connaissance. Ce que nous dit Foucault ici, c'est que savoir et pouvoir sont indissociables, et que le savoir est à minima orienté par les rapports de domination et de lutte intrinsèques à la dynamique du pouvoir. Dans le contexte de Vertigéo, donc, c'est parce qu'il est utile au pouvoir de maintenir les bâtisseurs dans le flou sur la temporalité que la connaissance temporelle est réservée aux chambellans. Parce que, encore une fois, la seule connaissance dont les ouvriers ont besoin, c'est celle du credo du vertex. Seule la poussée compte. Et pour garantir la continuation de l'ascension et de la construction, le chambellan a un autre outil, en plus du savoir, la coercition. Cette coercition, elle passe par un ensemble de choses, mais en particulier, il y en a deux qui sont centrales, et c'est pour ça que le livre de Foucault s'appelle comme ça, surveiller et punir. La punition, c'est coercitif en tant que potentialité, c'est-à-dire que c'est parce qu'on a peur de la punition qu'on est contraint à agir de manière conforme aux attentes placées sur nous. Et la surveillance, c'est coercitif parce que, se sachant observé, chacun est d'autant plus vigilant à ne pas agir de façon répréhensible, notamment du fait de ce qu'on a évoqué juste avant, la potentialité de la punition. Et ici, il faut que je m'interrompe pour faire une parenthèse sur cette question de la surveillance, et plus précisément pour vous parler du panoptique. Le panoptique, c'est un concept architectural qu'on doit au philosophe anglais Jeremy Bentham, qui est considéré comme le père du courant utilitariste, et pour être clair, c'est un concept de design carcéral. Le panoptique, c'est une manière de construire les prisons dans laquelle les cellules sont organisées de façon circulaire, à chaque étage, afin que les prisonniers puissent être observés, puissent être surveillés par le personnel pénitentiaire. Toute l'ingéniosité du concept, et aussi son aspect un peu vicelard, c'est que l'inverse n'est pas vrai. Les prisonniers voient l'extérieur de leurs cellules, et ils voient les locaux depuis lesquels ils sont surveillés, mais pas le détail de ce qui se passe dans ces locaux. Et de leur point de vue, donc, en fait, c'est comme s'ils étaient surveillés en permanence, puisqu'ils peuvent jamais dire avec certitude si un garde est en train de les observer à l'instant T. Écoutez plutôt comment c'est décrit dans la traduction française du panoptique de Bentham, traduction demandée par l'Assemblée nationale en 1791. Je cite. « L'avantage fondamental du panoptique est si évident qu'on est en danger de l'obscurcir en voulant le prouver. Être incessamment sous les yeux d'un inspecteur, c'est perdre en effet la puissance de faire le mal, et presque la pensée de le vouloir. »
Et je pense que parmi vous, certains ont déjà pu ressentir des choses similaires, simplement dans le contexte éducatif par exemple. Il y a des surveillants au collège. Les surveillants surveillent. Et ce faisant, ils découragent les mauvais comportements par leur simple présence. C'est pas du tout exclusif à la prison. D'ailleurs, dans Vertigéo, on voit pas de prison. En revanche, on semble comprendre à travers différentes cases qu'on est bien dans un contexte de surveillance. Notamment quand on découvre les punisseurs du chambellan. Et justement, si ces personnages sont appelés punisseurs, c'est que leur rôle n'est pas seulement coercitif. Ils surveillent, et si nécessaire, ils punissent. Et c'est ce qui se produit quand les ouvriers ne respectent pas les prérogatives du chambellan. Et ici, on voit d'ailleurs une nouvelle similitude entre Vertigéo et l'œuvre de Michel Foucault. Le chapitre 4 de la BD et la deuxième partie de Surveiller et punir sont tous les deux consacrés au concept de punition. Alors du côté de Foucault, lui, il se focalise plutôt sur la transformation, à partir du XVIIe siècle, de la punition, qui devient, sous l'influence notamment des penseurs des Lumières, moins spectaculaire, moins violente, moins brutale, etc. Il s'intéresse à la disparition des supplices et à ce qui les a remplacés, ce que lui appelle la punition généralisée. Et justement, ça marque une différence pour le coup avec Vertigéo, parce que dans la BD, au sein de la société des survivants, ça marche pas comme ça. Les supplices existent. Et ça, c'est la marque des régimes despotiques. C'est la marque d'une société qui veut inscrire dans la chair et dans les cœurs les rapports de domination arbitraire qu'elle aura instigués. Dans ce chapitre, on voit le chef de chantier Hugo se faire fouetter jusqu'au sang, et on voit aussi, parce que la souffrance le fait délirer, l'enfance et l'éducation qu'il a reçue. On découvre une société dans laquelle la fonction sociale et la profession sont assignées aux humains dès la naissance, et dans laquelle tout bébé jugé inapte est jeté, littéralement, du haut des tours. Et pendant ce flashback, on voit aussi que l'aspect coercitif et punitif de cette société n'attend pas que ses membres soient adultes. Et surtout, on voit que dès le plus jeune âge, les survivants de Vertigéo sont constamment surveillés et punis si nécessaire, et que leur cadre de vie les conditionne à n'être en mesure d'appréhender leur réalité que d'une seule et unique manière, par le biais des textes religieux, de l'obéissance et de la soumission. Et pour conclure cet épisode, je voulais vous lire une dernière citation de la traduction française de 1791 du Panoptique de Bentham, qui comme la précédente est assez ambivalente. Parce que oui, à l'origine, Bentham, il veut en faire quelque chose de vertueux. Mais énoncé dans le contexte d'une société, fictive ou pas, de surveillance, cet extrait il prend un sens nouveau et il revêt une couleur assez menaçante. Je cite, « Veiller à l'éducation d'un homme, c'est veiller à toutes ses actions. C'est le placer dans une position où l'on puisse influer sur lui comme on le veut, par le choix des objets dont on l'entoure et des idées qu'on lui fait naître. »